Bonsoir à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour les fans. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, petit comité, puisque je suis juste avec Michael. Salut Michael. Salut, ouais, on s'est fait abandonner. Non, bon, voilà. Et les gens ont tous leurs obligations, donc cette fois on est deux, mais c'est l'avantage. On a un grand groupe de cinq maintenant, puisque Sylvain, qui on n'a pas encore entendu, fera un jour son apparition. Donc Oui, on a on assez pour faire l'espère. un tournus. Cette fois on est deux, et voilà. Du coup, on adresse un petit coucou spécial à Sylvain, à Alex et puis à Sam qui vont nous écouter sur ce podcast. Donc, au sommaire de ce troisième épisode, ben pas de match à proprement parler de Challenge League à débriefer cette semaine. Donc, on a choisi de vous concocter un petit programme autour quand même de l'actualité puisque l'équipe a disputé un match amical contre le Lausanne Sport à Lausanne ce jeudi 12 octobre. On voulait aussi, dans l'actualité, vous parler un petit peu de Franck Surdé et ATKM qui sont, pendant cette pause internationale, sous les drapeaux, si vous me passez l'expression, avec les M21. Ensuite, on a choisi voilà, d'ouvrir la rubrique coin tactique en vous parlant des postes de latéraux. On développera ensuite le sujet. Et puis ensuite, pour la question de la communauté, un sujet nous a été proposé de dresser le top 11 de Challenge League, F saison 2023-2024. Alors avec Michael, on s'est prêté au jeu, mais vous le verrez avec une petite contrainte que on vous expliquera au moment où on abordera cette rubrique. Donc voilà, on commence par l'actualité, on va dire un peu brûlante, tiède, on va dire du club. Donc un match amical a eu lieu donc ce jeudi 12 octobre c'était au stade de Bois-Gentil, hein, si je me trompe pas, à Lausanne. Ouais, Et exactement. il a opposé donc le Lausanne Sport et Neuchâtel Xamax. Donc voilà, bon, le résultat est somme toute assez anecdotique. 4-0 pour le Lausanne Sport avec une grosse revue d'effectifs. Donc personne n'y était à ce match de nous deux, en tout cas, Michael, puisque voilà, un match qui a lieu à midi en Oui, alors semaine voilà. au mois d'octobre. Ben voilà, on a repris le boulot, les écoles, enfin nos occupations. Donc c'est difficile de se libérer pour ces deadlines. Donc, mais voilà, quand même deux trois choses intéressantes à dire sur ce match. La première, c'était la présence de Alfie Chikale, un joueur en essai. Il était déjà là contre Yverdon il y a un mois. Donc voilà, c'est suffisamment notable pour qu'on en parle, Michael. Du coup, Ouais, l'anglais l'anglais qui avait participé donc à l'amical contre Yverdon Sport en toute fin de mercato. C'est Arte Info qui le présentait à cette époque-là. Elle le présentait comme quelqu'un qui s'était consacré donc à l'obtention de son diplôme à l'Uni avant d'essayer avant de maintenant essayer de se donner un temps pour percer dans le foot, si j'ai bien compris. Euh, et pourquoi on en parle? Bah, c'est parce qu'en fait, c'est pas forcément anodin de faire revenir un mec que tu as essayé, que tu as mis à l'essai il y a déjà plus d'un mois, en toute fin de mercato. Sans qu'il y ait d'informations ou quoi, sans que ce soit quelque chose d'affirmé, le club pourrait potentiellement avoir une stratégie avec lui. C'est comme on le disait, pas hyper anodin. Logique, c'est tu le fais venir à l'essai en septembre, de manière tout à fait logique. Tu ne le fais pas signer parce que c'est trop tard pour avoir une vraie idée de ses qualités. Et puis potentiellement tu t'en arrêtes là. Je sais pas. Il y a des joueurs, voilà, qui enchaînent les essais et ça leur est bénéfique. Bref, c'est jusqu'ici rien d'anormal. Et le fait de le revoir maintenant dans l'effectif pour le match amical qui a eu lieu, ça laisse sous-entendre que peut-être on pourrait, si en tout cas il y aurait effectivement une stratégie qui serait de le tester jusqu'à prendre une décision au mercato d'hiver, ça pourrait se confirmer s'il réapparaît dans un mois à peu près avec la prochaine pause internationale et l'amicale contre le Slow. Ça pourrait confirmer donc que le club souhaite continuer à garder un œil avec lui, sur lui. Je sais pas s'il participe aux entraînements avec le groupe ou si pendant ces périodes d'essai, en tout cas, il participe à un certain nombre d'entraînements, ce qui permettrait quand même aussi de l'observer un peu plus, parce que même avec une stratégie comme ça, bah, au final, tu le vois pas beaucoup. Enfin, il y a encore les matchs amicaux de janvier, quoi.
enfin de la préparation hivernale, Mhm. pour potentiellement prendre une décision. Mais voilà, c'est à souligner parce que c'est pas anodin, mais c'est pas non plus évidemment l'information brûlante. Mais je pense que c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant de voir qu'il est dans l'effectif. Il a joué une Mhm. mi-temps entière. C'est clair. Se poserait juste la question parce que si tu refais venir encore un joueur non formé en Suisse, se poserait quand même la question à un moment donné de qui on aligne parce que les non formés localement, on en a le droit quand même qu'à un certain nombre, 7 sur la feuille de match, si je dis pas de bêtises. Ouais, On c'est en a ça. déjà 10 avec on en a déjà 10 avec Ndiaye et Moutit qui, eux, posent pas vraiment de dilemme, qui sont plus ou moins mis à l'écart du groupe, disons, en période de match en tout cas, bien sûr. Mais voilà, c'est une question que je poserais, et même de manière plus globale sur le mercato. Si une nouvelle recrue non formée localement arriverait, faudrait faire des choix tous les week-ends sur les feuilles de match. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. C'est de la musique d'avenir, effectivement, mais je pense que c'est quand même notable. C'est pas anodin s'il est toujours là auprès d'un mois. Si ces matchs amicaux avaient lieu à 2, 3, 4, 5 jours d'écart, ben, ça aurait été moins questionnant. Mais si il est toujours là, c'est que Oui, quelque part, il y a bah, parce qu'on, potentiellement un intérêt mutuel. Et puis voilà, juste finalement, on dit que c'est notable et puis on est un peu curieux de voir s'il sera toujours là dans un mois, voilà, c'est ça. au C'est pour prochain poser le match truc. amical. Donc On verra, voilà. c'est ça. Une autre chose qui nous a passablement réjoui, c'était le retour de Franck Amoabeng, de longues blessures hein, quand même. Il s'était fait opérer de l'épaule, si je me trompe pas. Ouais. Donc, bah voilà, le club avait déjà annoncé que potentiellement il allait revenir bientôt, mais le fait de savoir il a repris le jeu, il a emmagasiné quelques minutes, peu importe sa performance, quoi, on n'a pas eu vraiment d'infos sur comment il a joué, mais en même temps, quand tu joues un quart d'heure, c'est difficile de faire un avis, mais on développera du coup un peu plus dans le sujet consacré au le coin tactique, aux latéraux, mais c'est forcément un retour qui fait plaisir parce que ça nous donnera plus de choix et puis personnellement, je crois on a beaucoup apprécié les qualités de Amoabeng, ce qu'il en a montré dans la deuxième partie de la saison 22-23. Donc ouais, très réjouissant. J'avais personnellement bien aimé ce qu'il avait pu laisser brièvement apercevoir. Et pas développer, on le développera, mais effectivement, je pense qu'en plus de ça, ça permettrait de tirer le 100% des stacks là aussi, avec une doublure qui serait aussi très intéressante. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais ouais, en tout cas, Ouais, poser on les va pour développer un ça. pour, continuer sur le li faire à faire le lien avec le match amical, c'est une, excellente nouvelle. Je suis d'accord avec toi. Alors du coup, ben voilà, grosse revue d'effectifs pendant ce match amical. Globalement, beaucoup Ouais, de joueurs titulaires laissés au repos total ou presque. Et puis évidemment, ouais, l'équipe était quand même privée de deux éléments, on va dire majeurs de ce début de saison, de deux acteurs majeurs. Je parle évidemment de Franck Surdé et de Zachary Atekame qui ont été réappelés puisqu'ils avaient déjà été appelés au précédent rassemblement. Mais comme c'est une confirmation, finalement, ils avaient été appelés pas enfin pour vraiment pour leur qualité, et pas parce qu'il manquait un ou deux joueurs clés dans notre sélection nationale DM21. Donc c'était la confirmation que voilà le sélectionneur compte sur eux. Donc voilà, ils ont disputé le match de vendredi soir qui a eu lieu à la Tuillère à Lausanne, où la Suisse a donc battu le Monténégro 4-2. Franck Surdé était lui titulaire et puis une grosse performance. Toi, tu as vu le match, hein, Michael? ouais, j'ai regardé le match, j'ai beaucoup apprécié son match. Ouais, hein, il a fait vraiment un très bon match vendredi contre le Monténégro. Il était donc positionné dans une position de piston gauche, dans un 3-5-2, 3-4-3. Mais disons, Alvin Sanchez est plutôt en retrait par rapport au duo d'attaque Villiger et Mouti, donc sur un 3-5-2. Une position dans laquelle il s'est retrouvé surtout déployé vers l'avant, en fait, que c'était face à un adversaire plus faible que la Suisse. Et donc, la Suisse a eu l'initiative du ballon et donc de la possession. Je sais pas ce que ça donnerait. En fait, je sais pas ce que ça donnerait ce rôle face à un adversaire qui confisquerait le ballon et qui le forcerait de fait à assurer beaucoup plus, à assurer son côté beaucoup plus en phase défensive, qu'il for qu'il,
disons qu'il le mettrait dans une position où il est beaucoup plus reculé en position moyenne parce qu'il est, voilà, parce qu'il rejoint la ligne de 5 comme un piston. Je sais pas ce que ça donnerait, là où il serait dans ce rôle-là. Toujours est-il que dans ce groupe-là, la Suisse, va jouer pour avoir la possession à tous les matchs à peu près. Donc c'est pas inintéressant comme rôle. Il est vraiment bien. Il mord, dans ce rôle où il prend bien la ligne. Il est le jeu passait énormément sur son côté, en fait, c'est ce qui m'a marqué et alors au début, c'était le Suisse qui tentait le plus et qui apportait un peu dans le duel contre la défense et du jeu un peu vertical, qui manquait peut-être un petit peu lors des premières minutes, même si au début, il y avait des intentions avec un peu un manque de précision dans ses passes. Mais voilà, il est juste rentré dans son match, il a continué à faire, heu, ce qui est désormais son rôle dans cette équipe. À la 24e minute, donc il fait une première passe Mhm. décisive avec un excellent centre sur Villiger qui est aussi un bon client pour récupérer les têtes. Donc schéma, schéma a priori bien travaillé. Il a su utiliser sa qualité de centre pour la déposer sur Villiger qui dévie. Donc une belle séquence, beaucoup de débordements, une très grosse activité. Sur le 4e but, c'est lui qui produit un immense travail en avalant l'espace sur son côté et en passant en retrait sur la ligne pour Rieder. Je me demandais si c'était pour des stats officielles de l'UEFA, c'est confirmé comme une vraie passe décisive parce qu'en fait, il y a le défenseur monténégrin qui la dévie ensuite et elle arrive sur Rieder qui effectivement la met le but. Mhm. Je dis donc voilà, mais ça aurait été un détail parce que si tu vois le match, tu sais que c'est lui qui a produit cette action. C'est ça, il fait un gros Mais en gros job réalité là sur vers la ligne de fond. Là, il empêche vraiment le ballon de sortir et puis il adresse une passe très bonne. mais Ouais. sauf erreur, de toute façon, cette question que je t'ai posée sur le coup, c'était plus du pinaillage qu'autre chose parce que je crois que c'est même validé comme une stat officielle, si je dis pas de bêtises. En tout cas, si Transfermarkt utilise, les stats de l'UEFA. Oui, il Voilà devrait donc, logiquement. il y a et aussi, j'ai aussi noté à la 65e un très, très bon coup franc, très vicieux, touché par personne en fait et qui s'écrase sur le poteau, avec ensuite le gardien qui fait un très bel arrêt sur le rebond avec un autre Suisse qui la dévie. Mais voilà, sur 2 situations, il a montré des qualités de centre, très intéressantes. Il était un peu sur tous les bons coups offensifs, j'ai trouvé personnellement et je pense pas que ce soit un biais de voir un joueur de son équipe, de son club en équipe nationale parce que, ouais, il m'a semblé vraiment, comme je disais, sur tous les bons coups quoi, comme je pourrais, apprécier n'importe quel, autre, ailier prometteur suisse qui est pas Xamax. Donc ouais, je trouve je pense pas manquer d'objectivité en disant qu'il a vraiment été excellent sur ce match et ça faisait plaisir. Ensuite, du coup, il a laissé sa place à Tekame justement, à la 83e. Mhm. C'était l'occasion pour le commentateur de dire: «Il y aura 2 Xamaxiens sur le terrain», mais finalement non, les 2 se sont échangés. Hem, on n'a pas beaucoup vu, bon, parce qu'en même temps, c'était la fin de match. Bon, il s'est manqué sur une intervention, dans le mauvais sens du jeu. Renvoie un Monténégrin face au but et il marque. Il a un petit peu fait une passe décisive contre son Ouais. jeu. On Bon dirait qu'il y aura eu trois des passes décisives, deux pour la Suisse, trois passes donc décisives de Xamaxien, deux pour la Suisse et un pour le Monténégro. Mais ouais, ça sans ouais, conséquence au c'est niveau du résultat et voilà, je ça, pense qu'il va pas faire c'est des cauchemars non plus, quoi. non, non, bien sûr que non et c'est dans une Suisse qui de toute façon a baissé en intensité et c'est là peut-être mettre un bémol, si on arrête de parler juste de Xamax, enfin des joueurs, qui nous intéressent sur cette équipe qui a pas forcément été rassurante défensivement derrière, qui a montré un trou d'air, qui était pas forcément, le bienvenu. Donc voilà, il entre aussi dans ce contexte-là. Ce genre d'erreur d'inattention qui arrive, hein, de son propre aveu, c'est la concentration, enfin de son propre aveu, la concentration, c'est un point qu'il doit améliorer. C'est lui-même qui le disait en interview. Et c'est vrai qu'il a parfois ces petites imprécisions qui peuvent coûter cher dans les passes, au-delà de toutes ses qualités. Je pense que c'est un peu un truc qu'on a vu là, où il fait peut-être pas le geste judicieux, mais ça, c'est des choses qui arrivent.
Et de toute façon, il est aussi lui-même conscient que c'est un point où il peut encore progresser. Donc voilà, pour lui une entrée. Je pense pour lui une entrée plus pour la fierté et pour être content d'avoir pu encore faire quelques minutes. Et pour Surdé, bah une entrée vraiment déterminante. Ouais, Atekame, il faut quand même le rappeler, ça devait être un des plus jeunes de l'équipe, Ouais, et puis surtout un des moins expérimentés, hein, quand même. Et on avait quand oh même depuis pas une très. équipe avec soit des joueurs de Challenge League comme Surde, il a commencé déjà à avoir quelques matchs de Challenge League dans les jambes. Matoshi Emuchi aussi, sinon des joueurs de calibre Super League, ou alors voire même plus, quoi. Hein. Un Leonidas Mais Sturridge bah, en Allemagne, un Fabian Rieder maintenant en France après plusieurs grosses saisons à Young Boys en tant que joueur clé au milieu de terrain. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'il va gagner, Atekame, il va gagner de c'est. l'expérience. Ouais, alors je pense que c'est de toute façon parfait pour lui. Et puis oui, il faut pas oublier qu'Atekame, c'est sa première saison où il débute professionnel. Mhm. Que il a fait la saison dernière où il est venu après coup et où il a de toute façon constamment été surclassé. Il vient pour les M18. Il passe tout de suite en M21 6 mois plus tard pour être envoyé, pas au casse-pipe parce que c'était une bonne expérience pour lui, mais voilà, pour être envoyé face à Ville en novembre. Je regarde, il a 22 matchs hein, de Challenge League dans les jambes, Mhm. Atekame. Donc, enfin, et 2 matchs de barrage, mais enfin voilà. Donc, ça se pose là, forcément, Ouais, ça fait un une joueur bonne qui, demi-saison, donc ouais. c'est un joueur qui progresse vite. Donc, je me fais pas forcément de soucis, mais voilà. Je pense que c'est une superbe expérience pour lui. Voilà. Parce que voilà, j'ai beaucoup parlé, voilà, on parle beaucoup de Surdé pour sa performance. Et forcément, il y a plus à dire sur un joueur qui a fait une, en- un match notable. Mais c'est vrai que pour Atekame, je suis très content pour lui parce que je pense que ça va être voilà, une très bonne expérience. Ça lui donne aussi un objectif supplémentaire. Une fois qu'il est à goûter, il a forcément envie d'être sélectionné le plus possible. Vu son âge, il a un avenir en M21 aussi. Hein. Il est pas oublié, il va pas constamment être surclassé. Il va aussi parfois prendre son temps. Je pense que ça annonce du très très bon qu'il soit sélectionné, que Sacha Staur ait décidé et estimé que c'était un bon prospect à mettre dans son équipe. Et maintenant, s'il fait quelques entrées, c'est bien. Oui, c'est tout bénef pour notre club finalement, puisque voilà, on ouvre maintenant la partie coin tactique. Alors pour ce premier coin tactique, on a décidé de parler du poste justement de latéral qu'occupe Zakaria Tekame, mais aussi Franck Amoabeng dont on a parlé avant. Alors le poste de latéral, c'est quand même un poste. Sur la saison dernière, il y a énormément de choses à dire. Puis sur cette saison, cette première partie de Ah, saison, ouais. finalement aussi. Parce que avant d'aller dans les noms et un petit peu les chiffres, le football moderne passe par des latéraux de qualité, que ce soit d'un point de vue défensif pour bloquer un petit peu les actions sur le couloir, ou alors dans la projection du jeu offensif. Le poste de latéral, c'est clé qui joue dans une défense à 4 ou alors en tant que piston dans une défense à 3 avec des latéraux qui se projettent vers l'avant, mais c'est vraiment un poste clé. Et puis, probablement que les difficultés qu'on a connues la saison dernière, elles sont en partie liées aux difficultés qu'on a rencontrées dans ce poste-là. Donc, un petit récapitulatif Ouais, ouais. de la situation. Donc, on est au début de la saison 2022-2023. Et puis, le club annonce avoir doublé la plupart des postes et ça inclut le poste de latéraux. Et on commence donc la saison avec deux latéraux à droite et puis deux latéraux à gauche. Donc à droite, on a Adam Ouattara hein, qui signe une prolongation de contrat après avoir fait une saison, on va dire plus que correcte la saison d'avant. Donc logiquement, on lui a accordé on lui a accordé la confiance pour une saison, enfin deux saisons supplémentaires. Il avait signé pour deux saisons. Et puis le deuxième, on peut pas tellement dire doublure parce que au moment du début du championnat, on sait pas tellement qui va être le titulaire et qui va être la Ouais. doublure. On pense que les deux joueurs vont un peu se partager le poste. Eh bien, c'est l'arrivée de Luis Pedro Cavanda qui arrive libre après une année sans jouer, des grosses blessures. Donc là, un pari complet hein, avec l'arrivée de Cavanda. Donc ça, c'est
là, c'est un petit peu la situation optimale, ce qu'on veut pour la saison au niveau droite. Et puis au niveau gauche, donc on a Mathieu Gonçalves qui reste au club, qui honore sa deuxième année de contrat. Et puis on recrute Ashwin Balaruban de Kriens. Et puis Exactement. là, par contre, la hiérarchie, elle semble beaucoup plus claire. Balaruban est destiné à être le titulaire et puis Mathieu Gonçalves à être le remplaçant en cas de blessure ou d'absence de Balaruban. Donc là, c'est beaucoup plus clair à gauche. Et puis, le championnat commence et on a des gros soucis au niveau de la défense centrale. Et puis, les tuiles, elles s'enchaînent un petit peu, quoi. Donc, ça commence le 7 septembre. Donc, un match à Lausanne contre le Stade Lausanne. Et puis là, Adam Ouattara se blesse. Et on apprend plusieurs jours après que c'est une blessure grave. Déchirure des ligaments croisés, si je me trompe pas. Donc, on évoque une absence enfin voilà, il ne refoulera pas les terrains sur toute la saison 2022-2023. Et puis, à ce moment-là, Cavanda, qui avait dû jouer un petit peu dans l'axe parce qu'on avait aussi eu quelques tuiles au niveau des défenseurs centraux. Donc, lui, il fait 6 matchs, dont je pense en tout cas 3 en tant que défenseur central. Et puis ensuite 3 en tant que latéraux et puis on se rend compte que il a pas assez d'énergie en caisse quoi hein. Donc d'abord dans un premier temps il tient pas une mi-temps complète ou alors il tient pas un match complet Ouais. mais il tient 45 ou tout au plus 60 minutes de jeu. Donc finalement très rapidement dans la saison on est au mois de septembre, on va dire octobre, et puis on se rend compte que on n'a plus de latéraux droit quoi disponible Ouais. sur le moment. La Alors galère, ouais. Ouais, exactement. à gauche, C'est c'est, septembre, c'est, je crois, la blessure de. Ouais, je t'ai coupé. Je crois que c'est septembre, ouais, la blessure de ouais, c'est ça. Ouattara. Ouais, je suis allé rechercher un petit peu les stats pour me préparer. Ouais. C'était le 7 septembre. Et puis à gauche, alors dans un premier temps, ça se passe un petit peu mieux puisque Balarouban est titulaire indiscutable, d'autant plus que Gonçalves a des petites absences comme ça de gauche, de droite. Il manque quelques matchs par-ci par-là où il n'est pas sur la feuille de match. Et puis, disons, la première partie de saison, à gauche, il n'y a pas trop de soucis. Alors, sportivement, l'équipe va pas bien, ça, on le sait déjà. Mais Balarouban, enfin, voilà, fait des prestations finalement globalement assez satisfaisantes. Et puis, surtout dans le jeu offensif, défensivement, Disons, c'était pas une nation on voit ce qu'il touriste. apporte. Ouais, ouais. On voit ses lacunes, mais on voit ce qu'il apporte. Et bon, globalement, quand même, voilà, on peut dire que c'est pas horrible. Si on avait son pendant sur la droite, ça aurait déjà été plus simple, quoi. Ouais, c'est clair. Mais on arrive au mois de décembre, à la mi-championnat, et puis voilà, on a 2 latéraux droites qui sont out pour la saison. Alors pour Cavanda, c'est pas encore clair à ce moment-là, mais ça c'est clair que ça Ça n'a pas sentait été pas défini. bon. Il jouait plus, il était plus sur la feuille de match. Chaque fois, la presse ou la ligue via le club l'annonçait blessé, donc on sentait bien que ouais, ça allait être compliqué. Donc, Jeff Saibene décide de lancer dans le bain, justement, Zakaria Tekame, hein, qui évoluait avec les M21 à ce moment-là, et Ouais. puis qui était vraiment très 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 prometteur sur son côté droite. Donc, il le lance dans le bain. Et puis il fait un premier match très très bon, franchement. Et puis ensuite, Contre plusieurs Lille, matchs ouais. de suite corrects pour dire qu'il débutait dans cette ligue. Et voilà, enfin, il y avait des erreurs, mais c'était normal, c'était le métier qui rentre. Et puis de là, la catastrophe, blessure, le 5 février à Thun, il sort et puis il manque, si je me trompe pas, en tout cas 6 semaines de compétition. Donc à ce stade-là, c'est énorme, surtout que c'était des moments clés pour l'équipe où il fallait faire des points pour avoir l'espoir encore de revenir sur Vaduz et puis Bellinzone. Et puis une arrivée au mercato hivernal à Moabeng. Et puis malheureusement, lui aussi, dans un premier temps, il arrive au début de enfin à la reprise, il est blessé, donc il peut pas revenir direct. Ensuite, Mais t'es contre bien en amical direct.
Ouais, c'est ça. Ensuite, il peut jouer, puis il doit jouer, puisqu'à ce moment-là, Balarouban se blesse. Hein, c'est le 3 mars contre Haro. Alors, c'est anodin sur le moment. Il ressort enfin, il ressort en marchant, si je me trompe pas. Puis finalement, on apprend que c'est une rupture du tendon d'Achille. Donc voilà, lui aussi out pour la saison. Donc là, à ce moment-là, on a 3 des 4 latéraux engagés en début de saison qui sont plus Ouais. aptes pour la saison. Un Mathieu Gonçalves qui ne donne pas satisfaction, hein, on peut le dire. Hein, je pense que Bah, quand il a je joué, il pense a que été c'est pas très être très méchant que de décevant. Ouais, ouais, il a été très pas être méchant que de dire qu'il était pas au niveau, hein. Ça il c'est était décevant sûr. dans une équipe qui était décevante, donc voilà, c'est le cas de le dire. Ah ouais, non, bien sûr, on va pas se fermer, mais juste, bon, voilà, il était clairement pas au niveau, c'est sûr. Et puis du coup, Amoabeng, ben lui aussi, finalement se blesse et puis il manque toute la fin de saison. Donc ça aboutit, bah, je le dis un peu dans le désordre parce que c'est difficile de faire une chronologie vraiment claire des événements tellement il y a eu de choses. Mais globalement, ben, on a plusieurs personnes qui dépannent dans ces postes-là. Alors il y en a 2 qui ont beaucoup dépanné sur le poste de latéral droite. Un surtout, c'est Mats Samrich. Il a énormément joué latéral droite, je dirais le troisième tour et une bonne partie du quatrième tour, donc quasiment jusqu'à l'arrivée de Uli Forte, mais qui coïncide aussi avec le retour de d'Atekame Oui, à la compétition, hein, quelque part, donc ça permettait de le repositionner. On a Johan Epito qui a joué aussi comme latéral droit. C'est parce que c'était pas dans une défense à 3, hein, il jouait vraiment en tant que latéral droit. Alors défensivement, il a fait le travail, mais offensivement, il était inexistant. Mais en même temps, c'est pas ses qualités, donc c'est vrai que on pouvait pas attendre de lui qu'il se projette vers l'avant. Et puis on peut aussi noter quand même parce qu'ils sont apparus à un match, mais Gianluca Romano et puis Exxon un qui Rexay était en M21. ouais, c'est ça, qui ont fait une apparition et qui ont aussi joué sur ces postes de latéraux. Donc, ouais, un vrai casse-tête quand même sur cette saison 2022-2023. Et puis, enfin, voilà, selon moi, beaucoup d'impact dans la saison catastrophique qu'on a connue. Je sais pas ce que tu en penses, Michael. Bah, c'est-à-dire que au-delà des lacunes de l'effectif, au-delà de des problèmes liés au jeu, etc., il y a ça, quoi, quand même. Il te manque tous tes latéraux. Donc ça a été une composante supplémentaire parce qu'il a fallu bricoler dans une équipe déjà pas bonne. Là, on peut Mhm. facilement imaginer ce que ça donne comme résultat. Et bah, on l'a vécu. Voilà, donc ouais, un élément majeur et, et des blessures qui continuent de se répercuter, hein, avec Amoaben qui est à peine de retour, Ouattara qui est pas encore de retour, Malaraban qui est pas encore de retour. Ce qui fait que sur le papier, on a actuellement une bonne profondeur enfin à ce poste, mais que c'est toujours pas évident en fait. Euh, et pour faire le lien du coup avec Amoabeng, c'est là que son retour est très très important parce que je vous laisse quand même imaginer un Nsakala qui rate, même sans faire un scénario catastrophe, il rate 3 matchs. Bah, il rate 3 matchs, c'est 3 matchs où t'as pas de latéral gauche. Mhm. Et ça peut quand même, ça fait le moindre match avec un Nsakala blessé, tant que t'as pas un Moabeng et Balaroban revenu, c'est la catastrophe. Donc, c'est pour ça que pour Amoabeng, déjà, c'est une excellente nouvelle qu'ils reviennent. Et on retrouve du coup malheureusement un peu les vestiges, l'héritage de la saison passée. Mais si, bah, il y a encore la condition qu'ils reviennent en forme, les joueurs blessés, parce que c'est quand même pas, ils n'ont pas eu des blessures anodines. Non, non, c'est clair. Si tout se passe bien, on peut dire qu'on a sur le papier des latéraux sympas, voire même un embouteillage à gauche. Enfin, voire même un embouteillage, pas forcément à gauche, mais voilà, voire même beaucoup de monde et des gens qui vont en pâtir, hein, clairement au niveau de leur temps de jeu. Mais c'est vrai que c'est pas encore flagrant. Et c'est en ce sens que je me réjouis de l'arrivée de Balarouban, du retour de Balarouban, de d'Amoa Beng. Balarouban, c'est pour Mhm. dans plus longtemps, a priori.
Alors ouais, le club n'a pas communiqué officiellement sur les retours de d'Adam Ouattara et puis de d'Ashine Balarouban. On sait que bah, ils ont repris les entraînements, mais on ne sait pas exactement où ils en sont dans leur Ouais. préparation. Est-ce qu'ils sont toujours dans une remise en forme au niveau physique? Est-ce qu'ils sont déjà intégrés à l'entraînement avec l'équipe? Enfin, on n'a pas plus de d'infos que ça. Je crois qu'au stade où on en est, on espère qu'ils seront de retour pour la deuxième partie de saison. Et puis on prie pour qu'il n'y ait pas de nouvelles tuiles chez nos défenseurs J'ai l'impression que latéraux. c'est Alors, j'ai comme l'impression tu que c'est le la dis, tendance, ouais. si on peut retenir quelque chose de la saison dernière, c'est que bah, les bricolages, ça peut fonctionner à certains postes, mais pas à d'autres. Et puis là, ça a eu vraiment des grosses conséquences. On a dû bricoler, comme je le disais Ouais. avant, aussi en défense centrale. On a Kenan Fatkic qui a dû disputer pas mal de postes pas mal de matchs pardon à ce poste-là et puis j'ai l'impression que ça a eu quand même un peu moins de conséquences que l'absence de vrais latéraux de métier parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'abnégation dont a fait preuve Mats Samrich et le sens du sacrifice parce que c'est pas toujours facile de jouer dans un Mmh. poste qui n'est pas le sien et surtout quand il y a énormément de différences. Enfin, milieu axial et latéral, c'est pas du tout le même job, on va dire, sur le terrain. Et puis, il s'est adapté comme il l'a pu. Mais dans un premier temps, il a essayé de boucher un petit peu derrière parce que il a quand même laissé souvent des fois passer les ailiers gauches de son côté. Et puis après, quand il a amélioré ça, et puis dans la communication avec Niki Avnar, qui était souvent son défenseur central de son côté, eh bien, on lui demandait un peu plus de se projeter vers l'avant, mais c'était compliqué. Alors, il montre aujourd'hui que quand c'est dans l'axe, il le fait très bien, mais quand c'est sur le côté, avec des appels qu'il faut ensuite adresser le centre et autres, bah, c'était compliqué, quoi. Donc, voilà, il a fait ce qu'il a pu, il a dépanné, c'est vraiment le cas de le dire. Mais, euh, Ouais, mais ouais, bah, c'était compliqué. Et puis pour Johan Epito, bah, je le disais avant aussi, ouais. Epito, il a pas le profil où il aligne les courses le long de la ligne, les courses vers l'avant, les courses vers l'arrière pour revenir. Enfin, c'est pas son profil. Lui, c'est un défenseur central. Son profil, c'est d'être dur au niveau du physique, d'être présent dans les duels, de s'imposer dans la surface. Et puis il le fait très bien. Et puis je suis aussi très content de le revoir avoir du temps de jeu dans ce poste-là. Donc on a besoin d'avoir des latéraux performants. Alors du côté droite, heureusement, Zachary Atekam semble avoir un physique qui est solide, il enchaîne bien, et puis voilà, il a pas l'air d'être sujet à des petites blessures non plus. Donc on espère qu'il va pouvoir tenir bon. Alors il y aura peut-être l'inévitable suspension à gauche à droite pour 4 cartons jaunes mais si on doit bricoler sur un match, ça va, mais si on doit bricoler de nouveau sur quasiment un tour complet, c'est compliqué. Et puis le retour d'Adam Ouattara, sera très intéressant parce que Ouattara, il avait montré de belles qualités sur ce côté droite et puis ça va installer, je pense, une vraie belle et saine concurrence entre les deux joueurs. Et Ouais. finalement, ça peut être Oh, que tout bénéfique pour la totalité de l'équipe. Et puis, tu l'as dit mmh. avant, à gauche, on aura potentiellement abondance de biens, puisqu'on a quand même Fabrice Moi, Nsakala qui est top, un top joueur à ce poste-là. Et puis, on avait deux joueurs qui avaient montré de belles choses la saison dernière, donc qui vont aussi se battre pour avoir du temps de jeu. Hein. Ils vont pas se présenter en remplaçant de luxe comme ça, sans se battre pour du temps de titulaire. Mais ça pourra permettre, je pense surtout en évoquant Ashvin Balarouban, de tester aussi d'autres choses d'un point de vue tactique, parce que Balarouban, il a vraiment, selon moi, d'énormes qualités dans la projection offensive, une énorme qualité de course vers l'avant, une énorme qualité de centre aussi. Et puis, ça pourrait, pourquoi pas, être intéressant des fois de le tester aussi un cran plus haut sur le terrain. Je sais pas ce que tu en penses. moi, c'est ce que j'ai longtemps enfin, en fait, j'ai souvent pensé à ça en le voyant parce que, j'ai déjà pu discuter à droite à gauche, et les espaces qu'il laissait derrière donnaient peut-être une impression négative sur le joueur. Hem, Moi, je me suis demandé quand même parce qu'on voit qu'il a un toucher de balle et qu'il est capable d'apporter devant. Je me suis très vite demandé, hein, ce que ça donnerait s'il était, par exemple,
Alors là, on pourrait peut-être l'imaginer même un cran au-dessus ailier, mais par exemple, dans un rôle de piston couvert par un défenseur central gauche, ce qui était pas imaginable l'année passée à cause de la profondeur et pas imaginable cette année non plus, une défense à 3, en tout cas qui soit installé dans la durée, étant donné notre profondeur. Mais je trouve aussi hein, que c'est un joueur qui pourrait peut-être s'exprimer si on le met un peu au-dessus. Alors c'est peut-être pas les mêmes courses, je sais pas, peut-être qu'il montrerait pas de la même manière ses qualités, mais moi c'est quand même un truc que Mhm. je serais pas surpris en fait que ça soit tenté une fois. Ça me surprendrait vraiment pas. D'autant plus que si on a ce qu'il faut à gauche, c'est vrai une rotation à 3 ça fait beaucoup, alors qu'on a un joueur qui est, je pense, un peu plus malléable, qui me semble clairement plus malléable qu'un Moabeng et un Sakala. Sakala, de toute façon, c'est un pur latéral gauche qui excelle dans son domaine, donc de toute façon, on Mhm. passe à son rôle. Mais même pour un Moabeng, c'est quand même il a une vraie formation de défenseur. Voilà, c'est une, une complémentarité qui m'intéresserait vraiment beaucoup, moi, à Moabeng et Sakala, et dans ce registre-là, enfin, compte tenu de ça, je pense aussi que Balarouban, ce serait pas inintéressant de le voir des fois évoluer plus haut, même en sortie de banc, hein, Ouais, ouais, clairement. Bah, parce que dans un évidemment, trois Surdé a cinq tout, ouais. dans un Ah, le 3-5-2, problème, si on prend une version un petit peu défensive de ce 3-5-2, c'est-à-dire 5 joueurs qui sont un peu derrière, ça serait pas complètement fou d'imaginer par exemple le trio de défenseurs purs de droite à gauche avec Epito, Ajrovic au centre et puis Nsakala à gauche, et puis dans les rôles de piston, Atekame ou Ouattara à droite, et puis Balaruban voire Amoabeng à gauche. je pense, mais alors dans ce cas-là, ce serait brider Sakala pour absolument mettre un autre profil, peut-être dans de meilleures conditions. J'ai tendance à penser que c'est quand même notre meilleur joueur pour le moment, Sakala, donc ouais, j'aurais du mal j'aurais du mal à ce que ce soit lui qui subisse les adaptations pour faire entrer quelqu'un d'autre, mais ce serait une solution. Ce Alors, serait une option, ou ce serait alors une de dire bah, solution. ce serait Amoabeng qui ferait le troisième joueur plus défensif, et puis Nsakala sur le côté avec Balaruban qui pourrait prendre le relais de Nsakala sur certains matchs. Enfin bref, De toute ça ouvre. façon, faut pas oublier Mhm, que Balarouban, quand il va revenir, ça va être progressif aussi. mhm, Donc si tu le ouais. fais rentrer, même donc si tu le fais rentrer et que tu testes un peu cette possibilité de le mettre un cran plus haut, tu le fais de temps en temps rentrer, soyons fous à la place d'un surdé quand tu le fais tourner un peu ou quoi, ça pourrait pas être bête quoi. Je veux dire la concurrence à gauche, elle est pas encore installée avec Marin. C'est pas non Non. plus inimaginable. Ce serait pas inimaginable de faire ça. De toute façon, un Balarouban, quand il va revenir, ce sera progressif. Ouais, ouais. Alors la concurrence avec Marin, elle n'est pas installée. Elle semble gentiment s'installer avec Ben Seguir, qui Oui, bénéficie d'un petit peu plus de temps de jeu chaque fois de match en match. Alors lui, il a pris un coup, un vilain coup apparemment au match jeudi, mais apparemment c'est pas trop grave. Mais oui, ça pourra de toute façon amener une concurrence poste pour poste, mais aussi une concurrence, enfin, dans les choix tactiques que Willy Forte pourra apporter dans le match ou entre plusieurs matchs en fonction des joueurs qui sont absents, les suspensions et autres. Donc c'est tout bénef. On se dirige quand même dans une situation où on aura pas 5 latéraux qui sont quand même de qualité et on a des profils très différents, des joueurs d'expérience, des joueurs prometteurs, mais une situation plus qu'intéressante et qui nous rend un petit peu plus optimistes que la situation qu'on avait la oui. saison dernière avec cette cascade de blessures. Et puis on voit que aussi des joueurs comme Del Toro, comme Surdé, ben, ils ont aussi besoin d'avoir des latéraux qui ferment bien leur côté d'un point de vue défensif, mais qui se projettent aussi vers l'avant pour créer le danger. On voit que finalement
Ouais, tout est, euh, tout est lié aussi hein, dans la production offensive de l'équipe. Si les latéraux n'arrivent pas à produire vraiment du jeu offensif, voilà, c'est compliqué. Oui, sinon ils partent soit ils doivent venir demander le ballon plus bas ou ils partent pas forcément lancer. De toute façon, c'est une question d'animation. Donc à ce titre-là, les latéraux aujourd'hui ont évidemment une part importante dans le jeu, dans la phase offensive. Et je me réjouis que ça revienne un peu tout ça pour avoir une vraie profondeur qui n'est pas encore là, mais qui est sur le papier là, on a les joueurs, parce que ça fait aussi écho de toute façon ce qui a été évoqué plusieurs fois par Willy Fortet en pré-saison, c'est cette volonté d'avoir des spécialistes, comme il disait, donc des joueurs où tu évites le bricolage le plus possible. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, lorsqu'on n'avait pas encore fait, lorsqu'il manquait encore un peu des profils pendant la pré-saison, on voyait encore pendant les amicaux, par exemple, les Pito jouer sur un côté, etc. Et c'est vrai que je pense quand même que c'est le genre de choses à éviter le plus possible pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions. C'est aussi comme ça qu'on exploite le mieux les qualités de chacun pour en faire un collectif le mieux rodé possible. Mhm, totalement. Voilà, je crois que ça boucle gentiment ce sujet, ce coin tactique concernant le poste des latéraux et les difficultés qu'on a pu traverser. Maintenant, on va passer donc à la question de la communauté. On a choisi cette question parce qu'on l'a trouvée intéressante, qui était de construire un 11, en incluant aussi le coach, avec les meilleurs joueurs de Challenge League. Et puis, en y réfléchissant, on s'est dit qu'on voulait, parce qu'on aime bien les défis, on voulait se rajouter un petit défi supplémentaire. C'était en fait de constituer un 11 en prenant un joueur de chaque équipe de Challenge League, puis ensuite en se laissant un petit bonus pour le 11e joueur. On avait le droit d'aller le piocher dans l'équipe qu'on voulait. Ainsi que le coach, hein, évidemment, on pouvait le prendre dans l'équipe qu'on voulait. Alors, on s'est pas attelé aux remplaçants et puis au reste du Non, staff, non, évidemment. On avait déjà pas mal de boulot comme ça. Donc, avant qu'on commence et puis qu'on présente en partant de l'entraîneur jusqu'au poste d'attaquant notre choix, Michael, je voulais un petit peu parler de la méthodologie. Comment t'as fait, toi, pour construire ce 11? intéressant, ouais, parce que moi, je ne suis pas forcément parti dans l'idée d'absolument avoir tel ou tel dispositif, telle ou telle façon de façonner une équipe. Si ce n'est que j'avais quand même notamment au niveau des offensifs, quelques idées qui me barraient, enfin qui faisaient que je pouvais pas réutiliser pour ces clubs-là dans d'autres postes. J'avais déjà des idées en tête, mais c'est quand même beaucoup parti déjà sur les éléments qui me semblent les plus importants chez les équipes qui sont moins performantes et qu'on connaît aussi un peu moins, à savoir Baden, Bellinzone et Tafouz. Voilà, je suis beaucoup parti, dans un premier temps en essayant quand même de caler ces éléments-là, oula, pardon, pas forcément mettre le meilleur joueur, que j'estime être le meilleur joueur de chaque équipe, et ensuite devoir me dire, ah tiens, mais est-ce que Bellinzone a un bon latéral gauche parce que j'ai pas de latéral gauche, enfin je dis un peu topiste, mais voilà, Mhm, je suis plutôt parti pour caler ça comme ça, et ensuite j'ai formé une charnière centrale et c'est à peu près comme ça que j'ai façonné ensuite un dispositif pour mettre en place ce que je voulais parce que j'avais déjà une idée aussi pour les offensifs. Et avec ça, j'ai fait des petites adaptations. J'avais à la base un attaquant en tête que je nommerai après. Euh, mais ça me donnait une solution au milieu de terrain qui m'intéressait moins. Donc j'ai interverti le milieu de terrain, cet attaquant. Finalement, son club, je l'ai utilisé pour le milieu de terrain et le milieu de terrain en question, je l'ai mis attaquant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais enfin voilà. C'est aussi un peu une question de compromis, mais ça c'est plus dans un stade avancé de la façon de faire mon effectif. ouais, moi je me suis pris un petit peu aussi de la même manière parce que j'ai constaté en regardant, d'abord j'ai regardé tous les effectifs de toutes les équipes. Et puis, c'est logique, hein, c'est comme ça dans tous les championnats, mais il y a de la qualité, il y a plus de qualité dans certaines équipes que d'autres d'un point de vue Ouais. individualité. Donc, il fallait commencer par effectivement choisir dans les équipes où il y a un peu moins d'individualité
Et puis, bah, c'est pas faire injure aux équipes que tu as citées avant, mais c'est les équipes qu'on retrouve aussi actuellement en fin de classement, même si la saison est encore jeune. Mais voilà, donc Et j'ai oui. aussi pioché comme ça. Ensuite, je me suis aussi posé la question de comment je voulais disposer l'équipe tactiquement sur le terrain parce qu'on pouvait partir avec une défense à 3, à 5 milieux, 2 attaques. Enfin, il y avait plein d'opportunités. Et puis, personnellement, j'ai choisi de faire évoluer mon équipe en 4-4-2 avec un milieu en losange. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as, si tu es allé aussi loin dans la réflexion. Donc, tu es Mauro Lustrinelli. Moi, je les ai mis en 4-2-3-1. Je vais tous les forcer peut-être. Tu les as mis en 4-2-3-1. Et puis, donc, ton coach, c'est, tu as dit? Alors, j'ai quand même mis Lustrinelli en coach. Mais bon, après, c'était difficile de choisir le coach. C'était peut-être plus un gadget, on va dire. Mais voilà, c'est un entraîneur qui me semble intéressant pour mener à bien le projet que j'ai dans cet effectif. Il n'y a pas que des jeunes, il y a du mélange. C'est assez équilibré, je pense. Et c'est un peu ce qu'il a avec Toon actuellement. Un Ouais. projet qui se développe bien. Il y a pas que de la jeunesse, il y a un bon équilibre. Et c'est de toute façon un coach aussi avec des idées. Alors le 4-2-3-1 lui correspondrait pas forcément, en l'occurrence, mais par rapport à ce qu'il a fait même avec le système 21. Mais bon, voilà, c'était un peu gadget de toute façon. Et moi, c'est personnellement choisi Mauro Lustrinelli. C'était un peu gadget et moi, on commence à se connaître avec Michael, on échange beaucoup autour du club, donc j'ai aussi choisi Mauro Lustrinelli comme entraîneur. Mais toi, t'as mis Pourquoi? un dispositif typique Lustrinelli, donc ça Ouais, marche alors bien. c'était pas volontaire, mais j'ai mis un dispositif typique Lustrinelli. Alors pourquoi Lustrinelli? Parce que je trouve que cette équipe de Thun, alors maintenant il débute sa deuxième saison à Thun, Ouais. donc on a déjà eu l'occasion de voir son FC Thun 6 fois hein, contre nous, 7 si on compte le match de coupe mortifère de la saison Oui, tous les matchs de coupe 2022-2023. sont mortiers. Ouais, tous les matchs des coupes sont mortifères pour nous. Et puis, bah, j'aime bien en fait ce FC Toon, en tout cas, et ce qu'il présente, la philosophie de jeu qu'il essaye de donner à l'équipe. C'est une équipe qui est joueuse. C'est une équipe aussi que je trouve extrêmement correcte dans l'attitude. Je suis pas allé voir les stats de carton et autres, mais je trouve que Ouais. Toon, c'est pas la pire des équipes qui jouent contre nous au niveau perte de temps, au niveau faute Non, un non, peu clairement. dégueulasse et autres. Donc ouais, j'aime bien cet état d'esprit qu'il insuffle à son équipe. Et puis il avait fait du bon boulot avec les M21 aussi. Donc voilà, il est capable d'avoir des joueurs expérimentés, il est capable d'avoir des joueurs plus jeunes. Donc voilà, extrêmement, enfin un choix finalement assez logique. J'ai pas hésité très 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 longtemps parce que chez les autres, il y avait d'autres entraîneurs pour moi intéressants, mais où il y avait des compromis dans le jeu ou dans la mentalité insufflée. Coucou Alex Fry. Donc du coup, Ouais. voilà. J'ai choisi Alors oui. aussi Mauro Lustrinelli. Donc maintenant, est-ce que tu vas me présenter s'il te plaît, Michael, ton choix pour le poste de gardien? Alors bon, pour le choix du gardien, je suis allé à l'encontre du fait de dire je veux choisir d'abord dans les clubs machin, parce que c'est quand même, je me suis privé pour les autres postes, mais j'ai pris ce qui est pour celui qui est pour moi le meilleur gardien de la ligue, Timothy Fayulu. Ok, donc tu as choisi le gardien du FC Sion, Timothy Fayulu. Alors, le meilleur gardien de la ligue, probablement la meilleure défense de la ligue, il a pas beaucoup été mis à contribution dans les matchs, Fayulu, en tout cas celui de contre Xamax. Mais ouais, c'est un choix que je respecte tout à fait. Bon, il avait déjà démontré ses qualités quand Sion évoluait en Super League. À Winterthur, il a pas tellement eu sa chance, hein, mais c'est un Non, gardien qui et a même effectivement de grandes qualités. même Sion, même dans un Sion qui a souvent joué le maintien du coup en Super League, à chaque fois que ça redevenait la crise, quand il voulait tester Fayulu, dès que ça redevenait la crise, c'est on remet capitaine Fletcher, qui est un bon gardien et un bon capitaine sans doute, mais du coup ouais Fayulu, il commence à vraiment avoir sa chance maintenant on va dire. Ouais, c'est clair. Alors moi, pour le poste de gardien, j'ai choisi le gardien du Stade Lyonnais, Edin Omeragic, Ah oui, le c'est frère de intéressant aussi. Bessir. Alors, on l'a vu qu'à une reprise, pour l'instant, on le verra à une deuxième reprise. Alors, j'espère qu'il nous sortira pas une même performance qu'au match aller. Mais globalement, de ce que j'ai vu aussi du Stade Lyonnais, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé son jeu, la confiance qu'il peut insuffler à ses défenseurs. Et puis, Servette l'a pas vendu, si je me trompe pas, ils l'ont prêté, hein.
Non, il est prêté et c'est effectivement un gardien qui est assez prometteur, hein. Donc c'est un gardien prometteur et puis je me dis que voilà, il conviendrait bien. Il serait pas ridicule dans une équipe top de la Challenge League. Ouais, Ok, non, donc c'est pour vrai. l'instant on est à un poste où on est d'accord et un poste désaccord. Ah Ok, oui, oui, je sais que ouais. ensuite C'est tant mieux si on a un 11 qui se ressemble pas trop. on poursuit avec Dis-moi. le Oh, poste de latéral droite. Je vais parler en premier si ça va pour toi cette fois. vas-y. Alors Ouais, au ouais. poste de latéral droite, j'ai choisi Jetmir Krasniki du FC Chafouz. Alors là, honnêtement, j'aurais pu faire d'autres choix parce qu'il y a plein de bons latéraux droits dans le championnat de Challenge League. Mais là, typiquement, j'ai fait le compromis en allant regarder l'effectif du FC Chafouz et puis de voir qui est-ce que j'aurais pu sélectionner. Et puis, Jetmir Krasniki était pour moi un des rares joueurs du FC Chafouz que j'aurais pu voir dans une équipe qui représente, on va dire, ce qui est fait de mieux dans le championnat de Challenge League. Voilà, je te laisse présenter ton joueur. Je suis d'accord et tellement d'accord que j'ai le même en fait. J'ai pris Edmir Krasniqi. Un des meilleurs joueurs dans son équipe, technique, sur le plan technique, je pense. J'ai pas vu énormément de Chapeau cette saison, même s'il m'arrive de pas mal regarder de Challenge League hors des matchs de Xamax. J'évite un peu Chafouz, on va dire. Mais, mais voilà, On je n'a pense, rien contre Chafouz, hein, mais voilà, ce non, serait non, basé purement sur des données objectives. je promets que, je promets que je suis biaisé, mais, un peu, mais pas trop. Non, mais, et du coup, je pense aussi, ouais, pour une question de compromis, que c'est celui qui ferait pas tâche dans beaucoup d'équipes, ce qui est pas forcément le cas de la plupart de l'effectif des Fafous, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est un peu le même développement que toi. Ouais, c'est ça. Bah après, très honnêtement, on aurait pu prendre Nouma Lavanchi, on aurait pu prendre Oui, bah, Atekame, qui est aussi solide chez nous. On aurait pu, qui est-ce qui est encore? Il y a Chronique et du c'est là que c'est côté intéressant de. d'avoir un choix seulement, par club. Ouais, ouais, c'est clair. Que sinon, Donc, si on fait le meilleur, si on fait le meilleur 11, il y a Fayulu avec Lavancy, peut-être Reto Sigler, et puis t'as un mix de trois équipes peut-être, quatre équipes. ouais, ouais, C'est plus ouais, c'est sympa avec clair. d'autres contraintes. C'est pour ça qu'on voulait rajouter un petit peu cette petite contrainte. À la base, la communauté nous a demandé le meilleur 11 et le pire 11. Alors nous, on n'avait pas envie de faire le pire 11 parce qu'on n'a pas envie de cracher spécialement sur nos adversaires ou les joueurs qui méritent pas forcément ça. Mais du coup, pour rajouter un peu de piment, on a rajouté cette petite contrainte de voilà, un joueur par équipe. Donc, Jedmir Krasniki a remporté notre suffrage à tous les deux. Donc, on en est à deux choix identiques sur trois. Maintenant, Ouais. je te laisse présenter. Alors, je ne sais pas si tu as vraiment réfléchi à la logique défenseur central droite, défenseur central gauche, ou si tu veux directement Oui, présenter ta paire de mais défenseurs centraux. j'ai réfléchi à cette logique, mais en même temps, j'étais un peu embêté parce que celui que j'ai choisi est un gaucher que j'ai mis à droite, parce que mon central gauche, c'est aussi un central qui évolue tout le temps à gauche. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai clairement estimé cette logique-là, Dis-moi, vas-y, mais, j'ai hâte. mais par souci de compromis, j'ai calé tout de suite un joueur de Benazone en mettant le prometteur Ilan Sauter, et Mhm. qui est gaucher. Donc, c'est peut-être pas la position où il serait le mieux, mais parce que à gauche, j'ai mis quelqu'un qui évolue tout le temps en centrale gauche. À Vaduz maintenant et chez nous avant, j'ai mis Liridon Berisha. Euh, parce que, et encore, et du coup, pour justifier le choix, pourquoi Liridon Berisha? Parce que chez les offensifs, chez les joueurs offensifs, il y a d'autres équipes du haut de tableau et j'ai pas forcément mis de joueurs de Vaduz. En défense, donc en défense, je vois pas tous les matchs de Vaduz, mais il enchaîne maintenant. Il joue tout le temps 90 minutes depuis 8 matchs de suite. Mhm. Il s'est imposé. Il s'est imposé là-bas. C'est celui que je connais le mieux par rapport à un Gaster et un Traber. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, compte tenu des questions de compromis, je savais que j'avais besoin d'un central de Vaduz. Et je pense qu'un Berisha fait tâche dans peu d'effectifs de Challenge League. Très très bon choix qu'a fait Vaduz. Ça m'aurait pas gêné de le garder. Bon voilà, malgré sa dernière saison, moins en confiance, mais aussi avec pas mal de blessures.
Mhm. Était quand même remis au niveau et en confiance avec l'arrivée d'Uli Forte, mais je crois qu'il avait déjà signé avec Vaduz et tout, pour des raisons qui lui sont propres. Il est aussi bon balle au pied, mais effectivement, il joue surtout central gauche. Enfin, il joue dans à ce poste-là, donc il y a peut-être un petit problème avec Kylian Sutter, mais voilà, je me suis dit que c'était là que j'allais mettre un joueur de Benazon. Du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette doublette de défenseurs centraux. C'est très intéressant. Moi, j'ai choisi comme doublette de défenseurs centraux. Alors, plutôt positionné sur la droite, j'ai choisi Joel Schmid du FC Sion. Mhm. Ouais. Et puis, à gauche, j'ai choisi, qui à ton avis? J'ai choisi Liridon Berisha aussi. Ah, J'avais un petit peu ce dilemme effectivement du FC Vaduz parce que il y a quand même des joueurs de qualité hein, à Vaduz, il y a même des bons si offensifs, c'est juste que j'en ai mis d'autres, donc ils ont raté leur saison dernière, ils ont raté leur début de saison, là ils se reprennent bien. Si on prend un Fabio très bien même. Fer, si on prend un Tunan Cicek, il y a quand même des joueurs de Check, ouais, qualité. très bon. Mais je retournais un peu le problème dans tous les sens. Et puis, si je mettais un joueur offensif de Vaduz, j'aurais dû mettre un joueur défensif d'une autre équipe. Et puis, ça aurait été un peu du gâchis, selon moi. Donc, Berisha Oui, remporte vraiment, enfin mérite à mon avis aussi sa place, comme tu le disais avant. Il serait probablement titulaire dans la plupart des charrières centrales, à mon avis, à part Sion actuellement. Donc, euh, donc voilà. Et puis Joel Schmidt, on en parle moins que son compère de la défense centrale, Reto Ziegler, qui porte sauf erreur le brassard maintenant à Sion. oui. Voilà, un défenseur voilà, d'une bonne taille, qui est assez bon dans les duels, qui offensivement peut amener sa patte aussi sur corner et autres. Donc ouais. Et puis je le trouve, ouais, je pense relativement complémentaire avec un Et Léridon Berisha. Donc voilà. Et puis ouais, ensuite, oui, il était aussi très bon dans la saison de Vaduz oui, c'est en juste. Super League. Donc ouais, non, un choix cohérent. Du coup arrive le poste de latéral gauche et là je suis quasiment certain qu'on arrivera à notre Ouais, quatrième bon, ben, choix en accord. C'est ça, moi j'ai choisi et je suis sûr que tu as choisi aussi le représentant de notre équipe, Fabrice Nsakala. ouais, ben, bah, Confirme-moi. de toute façon, ouais, ouais, bien sûr. Mais c'était là, je m'attendais aussi à ce que tu fasses ça, à moins que pour vraiment une question de club, de joueur de club, tu t'aies décidé de mettre autre chose et voilà. On a peut-être le meilleur latéral gauche de la ligue, donc oui, Ouais, on a le meilleur Nsakala. latéral gauche de la ligue et on a, je pense, un des top 5 joueurs de la ligue. On va pas se cacher. Hein. Ouais, donc le choix d'Ensakala était de toute façon attendu. Donc Mhm. on a une défense centrale qui est quand même pas très loin, mais on a quand même fait des choix un peu différents, donc ça va quand même conditionner toute la construction de l'équipe, donc c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant du tout. Ensuite, ton milieu axial, est-ce qu'il évolue en ligne un peu comme Fatkic et Amric chez nous ou est-ce qu'il Du évolue un coup, peu c'est en un losange? double pivot. Ah ouais, t'as un double Bah pivot. ouais, j'ai un 4-2-3 en fait. Ouais, Euh, j'ai retourné aussi un peu le truc dans tous les sens. Les offensifs, comme je le disais, sont plutôt ceux des clubs plus hauts. Et je voyais pas forcément de joueurs de Baden qui rentrait là-dedans. Je savais pas trop quoi faire avec le FC Baden. Et en ce sens, j'ai mis quelqu'un qui est un bon joueur, même s'il a malheureusement pas laissé de grands souvenirs chez nous. C'est Alexandre Pache. Pas ouais, forcément un des meilleurs milieux de cette ligue, mais ça reste un joueur d'expérience qui fait clairement pas tâche dans l'effectif, qui a évolué à ce poste-là à Xamax. Bon, voilà, il fallait pour mettre un joueur de Baden, je pense que je m'en sors pas trop mal en le calant au milieu de terrain. ok. Alors moi, dans ce poste de milieu axial, alors moi, il y en a qu'un puisque j'ai choisi un 4-4-2 en losange. Donc Ouais, bon, du coup, ça gâche un petit peu la surprise. J'ai choisi d'être un peu chauvin et j'ai choisi donc de prendre le joueur d'une équipe que j'ai déjà sélectionnée et j'ai choisi Kenan Fatkic dans ouais. ce poste de piston. Alors j'ai envie de dire le Kenan Fatkic de la fin de saison et de ce début de saison, mais là on parle des effectifs 23-24 et sur ce qu'ils ont déjà montré.
Et puis Fakic, c'est pour moi un excellent milieu axial. Et puis voilà, il irait très bien dans ce poste-là. Après, j'aurais pu prendre un deuxième joueur d'une autre équipe comme Sion ou autre, mais j'ai quand même fait un peu le choix du cœur et puis de mettre un joueur de Xamax. Donc là, un choix qui diffère dans ce poste-là. Et puis, donc toi, qui est-ce que tu as choisi de mettre aux côtés de Alors, Alexandre Pache? dans un milieu, j'ai choisi un milieu de terrain qui apporte peut-être un peu plus d'équilibre, comme il le fait à Thun, c'est Janicic. Euh, voilà, un joueur très intéressant qui a été un prospect pendant un moment et qui confirme maintenant dans un rôle qui lui fait bien à Thun. Voilà, bon, pour l'anecdote, c'est aussi un joueur qui revient de loin, hein, en 2020, il avait été diagnostiqué d'un cancer. Il a retrouvé de la stabilité maintenant dans sa carrière à Thun, un profil différent de Pache, un profil d'équilibre, je dirais. C'est ce qu'il sait très bien faire à Thun, dans cette point de base du 4-4 de Losange. C'est vrai que si tu avais été Lustrinelli jusqu'au bout, tu l'aurais peut-être mis lui du coup, mais tu as mis un autre joueur de Thun ailleurs, de toute façon, vu qu'il y avait des contraintes. Ouais. Mais voilà, je pense que avec ça, je suis plutôt content de ce milieu de terrain et ouais, je mets Yann Yeti. Ok. Alors, est-ce que je présente déjà non, je vais pas présenter déjà mon joueur en avant du losange du 4-4-2. Je propose qu'on passe aux joueurs de couloir puisque Ouais, on en a vas-y. choisi, on en aura de toute façon deux. Donc, qui occuperait le couloir droite de ton dispositif? Et c'est là que je me suis fait quand même une attaque sympa et j'ai mis Sofiane Baloul, le joueur du Ok. FC Ville. Donc, tu l'as mis comme milieu vraiment droite dans un 4-2-3. Ouais. À Ok. dans la position d'Adel Toro actuelle, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi, pour ce poste-là, ben, c'est une configuration différente, hein, puisqu'on a, une Ouais, configuration avec deux attaquants. J'ai choisi de mettre Matteo Tosetti. j'aime bien, ouais. Matteo Tosetti, alors Bellinzone, c'était aussi compliqué de trouver pour moi un joueur. Alors j'ai hésité avec Ilan Soter aussi, qui est très prometteur. J'ai aussi hésité avec Thomas Centinaro, qui a un profil assez intéressant et puis qui est pas mauvais comme joueur. Mais j'ai choisi Matteo Tosetti pour amener une touche quand même d'expérience dans cette équipe. Et puis quand même un toucher de balle sur balle arrêtée. Hein. Matteo Tosetti sur les balles arrêtées, ça reste quand même quelque chose. Ouais. Il est encore capable de déposer des balles au millimètre là où il faut. Donc même s'il est plutôt jeune, mais voilà, il resterait encore précieux dans sur son côté droite. C'est plus le Matteo Tosetti de l'époque de Toon, mais il reste Non, mais encore précieux. c'est un rôle qui pourrait lui correspondre. Je suis content que ça ait cassé tout de suite ce suspense-là, ton 4-2 Losange, parce que en fait, on aime les deux beaucoup. On a beaucoup parlé les deux de Baloul en fait, donc j'ai eu peur que si tu avais un ailier aussi, enfin t'avais des purs ailiers, je m'attendais à ce que tu le mettes. Et je savais qu'Ensaka là aussi, puis je me demandais un peu ce qui allait se passer. Mais on a un truc qui va être vraiment différent, ouais. On a un truc qui va être un peu différent au niveau offensif, ouais. Et puis, qui occuperait le côté gauche de ton milieu de terrain? Alors moi, je vais sans scrupule casser le suspense. J'ai pris Xamax comme équipe aussi, qui revient deux fois. Euh, Parce que dans les individualités, en fait, voilà, j'ai pris sur des. Dans les individualités, on a quand même un côté gauche extrêmement compétent et enfin, je veux dire, en forme. Un Ce côté gauche-là serait titulaire un peu partout. Enfin, bien sûr, tout le monde ne joue pas dans les mêmes dispositions, donc sur D aurait pas sa place partout par rapport au projet de jeu. Mais je veux dire, voilà, c'est même pas forcément chauvin. J'ai pensé au duo Sakala sur D en fait pour ce côté gauche. Mhm. C'est même pas une question de mettre deux fois Xamax. C'est vraiment ce duo-là qui est très très fort. Donc ouais, je l'ai Ouais. mis sur D et j'ai réutilisé Xamax. Alors, je comprends tout à fait ton choix. J'ai hésité à faire le même. Alors, pour moi, le choix du deuxième joueur, il a beaucoup tourné avec le choix du joueur du FC Baden. Parce que dans un premier temps, Ouais, j'avais construit effectivement Franck Surdé en complément de Fabrice Nsakala sur le côté gauche, ce qui veut dire que j'aurais dû mettre un joueur de Baden comme milieu central. Alors j'ai fait la réflexion avec Alexandre Pache,
Mais je ne l'ai pas mis parce que pour moi, Pache, c'est plus des questionnements que j'ai par rapport à son physique. On parle bien d'une équipe Ouais, actuelle, hein, on parle pas des années en arrière, on parle de potentiel actuel. Et ouais, bien sûr, hein. ça me questionnait un petit peu. Donc du coup, j'ai fait le choix de Kenan Fatkic comme milieu axial et bah du coup le joueur du FC Baden, j'ai choisi de le mettre comme milieu gauche et c'est bien sûr Omer Zonlagic mon choix. Ouais, Honnêtement, j'avais ouais, bah, beaucoup aimé ce joueur quand il jouait à Toon la saison dernière. Il nous a fait très 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 mal sur et certains qui nous matchs. embêtait beaucoup, ouais. Ouais. Et puis j'étais extrêmement surpris que le staff de Toon ne le garde pas. Alors bon, ils avaient voulu rajeunir un peu l'effectif, mais en même temps, Zon Lagic est encore assez jeune, donc s'il y avait des joueurs à dégager, c'était pas forcément lui. Mais voilà, c'était une recrue intéressante pour le FC Baden. Alors je sais pas s'il a été blessé ou s'il entrait pas forcément dans les choix de l'entraîneur au début comme ça. Mais du coup, voilà, un joueur qui est très fort sur son côté gauche, qui est capable de faire des différences et puis qui serait très complémentaire d'un Fabrice Nsaka là, je pense. Donc voilà. Du coup, je dois encore présenter moi un joueur. J'ai un joueur de retard. Alors je vais présenter le joueur offensif de mon milieu de terrain axial, donc la pointe de mon losange. Et j'ai Mhm. choisi Valon Fazliou du FC Aro. Moi, je l'aime beaucoup, Valon Fazliou. Alors, je sais qu'il avait aucune chance d'atterrir à Neuchâtel, vu qu'il a fait toute sa carrière en Suisse allemande et autres, mais c'est un profil que j'aime beaucoup. Un joueur que je qualifie de très intelligent, avec un bon toucher de balle. Il est très bon sur balle arrêtée. Il prend des risques. Il est techniquement assez à l'aise. Il a une bonne vision du jeu. Donc, ouais, je pense que voilà, il serait très bien dans ce rôle-là. Du coup. Ouais, bah, c'était la même réflexion, j'ai le même, hein. J'ai aussi Valentine Fazlou, mais ça, je m'attendais parce qu'on en a aussi parlé plusieurs fois. Et au final, je suis content qu'on ait Donc tu l'as mis en tant une attaque qui que je l'ai- milieu c'est axial mon, dans le c'est mon 3-1. numéro 10, ouais, ouais, Ouais. c'est mon numéro 10 d'un 4-2-3-1. Euh, Avec ça, j'ai une attaque très vive, avec pas mal de percussions sur les côtés, un Fazlou qui est capable d'apporter, de créer du jeu. Ils ont tous une belle qualité de finition. Je trouve que c'est un milieu complémentaire. Et du coup, si je présente mon buteur, c'est ça. Ouais. À la base, en fait, j'avais Attends, je vais pensé, essayer de voir. Quel club tu n'as pas cité encore? Tu n'as pas cité le Stade Lyonnais, donc je pense que tu as choisi Franck Corré. voilà. En fait, à la base, j'avais pensé à Corocone sur ce rôle-là, ce qui m'obligeait à mettre un milieu de terrain. Kiki Camara, typiquement, joue dans un milieu travailleur, mais peut-être moins ce profil qui jouerait dans ce double pivot. J'ai considéré c'est là que j'ai considéré l'option Janicic, et donc un joueur de Thun au milieu, et passer un joueur de Nyon devant, parce qu'en fait l'option était toute trouvée. Du coup, Franck Corré, c'est un profil que j'apprécie bien, donc l'ancien du Clos. Euh, J'apprécie bien son profil quand je le vois. C'est pas un monstre de stats, mais il a un bon jeu en pivot. Il se rend très disponible pour ses coéquipiers. Et avec mon attaque très explosive derrière lui, très vive, et qui est dans la création du jeu, je pense qu'un joueur de devoir pour chapeauter tout ça, c'est très intéressant. Et du coup, en fait, le switch tout nion au milieu de terrain et en attaque, il était super évident, parce que je pense qu'il rentre totalement en cohérence avec cet effectif, pour pas mettre que les gros joueurs, pas mettre que du lourd devant et faire un projet à raw, mais avoir une certaine cohérence. Et je pense que le profil de pivot de Corée euh, serait très intéressant dans cette équipe. Mhm. Du coup, il me reste à présenter mon duo d'attaquants. Alors, si tu as bien suivi, Ouais. il me manque des joueurs de quelle équipe? Merde, alors attends, on va se calmer tout de suite. Oui, donc Omer tu m'as mis Hagic, du Krasniki, tu m'as Krasniqi, mis du Omer Schmidt, Hazic, tu m'as déjà Berisha. mis du Pion, tu m'as déjà mis du Doute. Mais ouais, ouais, tu m'as mis du Haro aussi, hein, Ouais. ça. Donc, je vais casser un peu le suspense. Il reste deux équipes pour constituer mon duo offensif. C'est le FC Ville et Ah ouais, le bah il te FC manque, Toon.
Ouais, voilà, Ville et Toon, ouais. Donc, pour le FC Ville, j'aurais pu choisir deux joueurs, mais il y en a un qui a décidé de partir. Ah. Josias Alors oui, Lukembila a décidé de partir, donc j'ai évidemment décidé de mettre le feu follet Sofiane Baloul, qui a réalisé plusieurs matchs de feu en début de saison. Là, comme Ville, il est un peu moins performant, mais ça reste quand même un joueur. On se demande pourquoi il n'a pas eu sa chance plus haut. Alors, que ce soit dans ton profil comme attaque, enfin milieu de mais du couloir coup, on l'a droite utilisé ou différemment, donc c'est sympa, 12 hein. un profil à deux attaquants, il a tout à fait sa place à mon avis, dans le top de Challenge League. Et puis surtout, dans mon dispositif, s'il est épaulé par un joueur comme Koro Koné. Koro Koné, ben lui, je pense, j'ai pas regardé Mike Nsaka, là, je pense, le joueur le plus âgé de mon effectif. Oui, il y a Tozetti aussi qui a un certain âge. Mais il reste quand même extrêmement précieux. On l'a vu le week-end passé et on le voit à chaque fois qu'il jouait contre nous, que ce soit avec Toon cette année ou l'année dernière avec Yverdon ou même quand il a joué avant avec Servette contre nous. Il est dos but Il a fait un bon match, ouais, contre nous. extrêmement performant. Et puis, dans son rôle de remiseur, il est juste excellent. Il n'est pas très grand en soi, mais il arrive très bien à garder les balles. Et puis, par contre, il a toujours le pied, la tête là où il faut. Et puis, sur penalty, il est aussi très performant. Donc voilà, un duo d'attaque. Koro Koné, Sofiane Baloul pour essayer de dynamiter les autres Ouais, défenses. Donc, si je me ouais. trompe pas, nous avons choisi Krasniki, Berisha, Nsakala, Fazliou, Et Baloul, Baloul, mais dans un rôle différent. dans un rôle Voilà. différent, un, deux, ça fait quand même 5 joueurs similaires sur 11. Je m'attendais à ce qu'on ait des similitudes, mais bon, je suis content que ça ait été fait avec. En fait, je croisais juste les doigts pour que tu me parles pas d'un 4-2-3-1, parce qu'après, ça aurait été le bordel. Ouais, je pense que c'est bien. Ça a été dans des profils différents. Donc c'est bien ce qu'on a fait. Je suis content. Voilà, on n'a Ouais, pas fait des trucs trop similaires. On a choisi des joueurs, bah forcément, qui sont des bons joueurs de Challenge League et qui font partie des joueurs qui sont remarqués en Challenge League ou en tout cas dans leur équipe pour un Krasniki par exemple. Donc, c'était cohérent qu'on ait des choix similaires, mais en tout cas, ça s'est fait avec des projets de jeu différents, donc c'est sympa. Un exercice sympa à faire. ouais, c'est clair que c'était hyper sympa. On remercie la personne de la communauté qui nous a fait cette suggestion. Et puis, on en profite pour vous dire, si vous avez d'autres idées de ce type-là, on se prête volontiers à ce jeu. Ça peut être centré plus sur Xamax. Là, ça sort un petit peu de Xamax quand même, il faut le dire, même si on a Ouais, choisi oui, de mettre deux joueurs bah de là, notre équipe. étant Mais voilà, on est friand de ces petites demandes, donc on vous c'est encourage ça, à nous les faire sur nos réseaux sociaux avec grand plaisir. Bah en fait, voilà, on arrive. étant que 2, on a profité de d'utiliser ces profils, ces C'est ça, sujets-là, puisque des sujets plus historiques arriveront dès qu'on sera un peu plus. Voilà. c'est ça. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Merci Michael pour ta participation. Ah bah, Et puis, c'était sympa. on se retrouve dimanche prochain où là, bah, on aura un match à débriefer contre le Stade Lyonnais et puis on rajoutera, comme Ouais. d'habitude, une ou deux petites rubriques un peu plus voilà, développées Mmh. autour de l'histoire du club ou les joueurs ou des matchs de légende de notre club. Voilà. Ouais, Encore à merci à noter, toi, je vais pas Michael. lancer le sujet parce que je peux pas m'éterniser, mais la Suisse a fait nul contre la Biélorussie, voilà. Oui, c'est les aléas Euh, un peu du direct, effectivement, Moi, pendant qu'on je voyais on le enregistrait. 3-1, je voyais le 3-1 qu'on discutait, c'était là, ah oui. Non, finalement, Effectivement, on pourra nul, peut-être en c'était quand consacrer même nullement, mais bon. un petit moment la semaine prochaine On en parlera sans doute une fois qu'on aura du temps, ouais. avec un peu plus d'animateurs. Voilà. Merci, Ouais, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Merci pour tous les retours positifs que vous nous faites sur nos différents canaux. Et puis, à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Bye bye.